Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et je suis content d'être avec vous pour ce quatrième épisode de Small Talk. Je suis comme d'habitude avec Camille. Camille, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien à toi. Bah ça va, hein, tout va bien. Donc là pour ce quatrième épisode, on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment d'automatisation avec N8N, également de découverte en fait, voilà, ces dernières semaines de l'utilisation en fait des LLM, enfin de par API en fait, voilà. Et on va aussi parler de l'IA en fait en tant que développeur. Donc comment, on va dire, de semaine en semaine, de mois en mois, ça va vraiment changer notre quotidien et on se posera des questions, voilà, assez larges sur, l'évolution peut-être du marché de l'emploi pour les devs avec, ces changements. Voilà, aussi, nous en tant que centre de formation Human Coders, du coup, qu'est-ce que ça peut changer pour nous en fait, cette percée de l'IA et puis, voilà, on parlera aussi de quelques actus de notre côté à la fin. Donc là, ouais, effectivement, sur, la 1re partie qui est la partie automatisation, du coup, c'est quelque chose qui nous sert plutôt donc, au sein de Human Coders, donc la société, le centre de formation qu'on a monté, tous les 2 il y a bientôt plus de 10 ans. Effectivement, il y a une grosse culture de l'automatisation chez nous. On est 2 devs et on fait partie probablement des rares centres de formation pro pour devs où c'est des devs à la tête de la boîte et beh, ça change des choses. Ça change que, beh, 1re chose, on sait ce qu'on vend et ça fait une grosse différence et la deuxième, c'est que, bah, du coup, il y a des devs en interne et du coup, on fait des choses comme des devs et donc dès qu'on peut automatiser quelque chose, on le fait et c'est vrai qu'il y a une grosse culture d'automatisation donc voilà, ça fait 13 ans que la boîte existe. On a automatisé les choses de plein de façons différentes, souvent avec du code. On a pu utiliser historiquement des outils comme Zapier de temps en temps. Et là, on va présenter voilà, N8N où on est tombé un peu amoureux de cette techno-là parce que ça répondait, voilà, ces derniers mois, on avait pas mal de besoins d'automatisation et du coup, ça répondait très bien à ces différents besoins. Et on va expliquer un petit peu les résultats de ces semaines de découverte d'N8N. Ouais, carrément. Pour donner un petit complément, c'est que effectivement nous, on est développeurs. Moi, j'aime bien coder, mais effectivement, du coup, plus on écrit de code et plus il y a des risques, en fait, d'avoir des bugs, d'avoir de la maintenance à faire et ça, cette partie-là, pour le coup, on est beaucoup moins fan. C'est pour ça qu'on a toujours fait le choix, effectivement, depuis qu'on existe, de plutôt se reposer sur des outils, des applications web, open source ou, des services en SaaS et puis nous, on s'occupait de coder, finalement, voilà, la glue, en fait, le code qui va permettre de connecter, en fait, tous ces services et c'était un petit peu notre philosophie, qu'on continue à faire, hein, et effectivement, là, depuis, voilà, un petit mois, on a découvert, donc N8N qui est un outil d'automatisation qui, répond à pas mal de nos besoins. Du coup, voilà, moi, l'idée, c'était de partager un peu ce premier retour d'expérience avec vous sur ce sujet. Donc on est encore un peu neuf, dessus, mais déjà, c'est intéressant de parler, voilà, sur un cas d'usage, concrètement, comment ça se passe pour nous. Donc, déjà pour ceux qui le savent pas, donc N8N, donc c'est un outil, d'automatisation no code, c'est-à-dire que derrière, il y a pas forcément besoin de coder, voilà, pour pouvoir décrire, c'est un outil qui va permettre de décrire des workflows, concrètement comment ça se passe? C'est qu'on a, c'est très graphique, donc il y a des nodes avec, des entrées, et des sorties. Un node va transformer la donnée en entrée pour, exporter une sortie et on va pouvoir en fait, tout simplement, chaîner ces nodes, avec des conditions, des boucles et cetera. Tout ça sans coder, et derrière on a des nodes pour, plein de choses, hein. On va avoir des nodes pour se connecter à l'API, de Slack, pour se connecter, je sais pas, par exemple, à Discord, pour faire des requêtes, à une API ou réceptionner des événements d'un webhook, par exemple. Voilà, ça va être assez large. Hem et voilà et du coup, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, et je sais pas si toi, Camille, tu as des choses, par exemple, à dire ou à compléter par rapport à ça? Non, non, c'est très bien. Ouais, effectivement, il y a plein de triggers. J'ai bien aimé, moi, la richesse des notes qu'il y avait dedans. Donc, il y a des triggers pour plein de trucs. Donc, on peut évidemment les lancer à la main. On peut lancer un truc de manière régulière avec un scheduler. On peut lancer des tâches sur un webhook.
Il y a plein de webhooks un peu cachés où du coup c'est directement dans la note de l'application. Donc dès que quelqu'un écrit un message sur Slack, dès qu'il y a un nouvel utilisateur sur Slack, dès qu'on reçoit un deal dans notre CRM, et il y en a énormément des comme ça. C'est vrai on pourra en parler, mais voilà, il y a moyen de faire des workflows un peu complexes. Donc il faut pas imaginer que ce soit un outil juste comme Zapier où c'est très linéaire. Là, on peut vraiment faire il y a un trigger, puis ça se sépare, il se passe plusieurs choses, on appelle un paquet de notes, ça revient, il y a une bonne gestion des erreurs. C'est assez confortable d'utiliser tout ça, ouais. Ouais, complètement. Et c'est vrai que nous, dans notre cas d'usage, voilà, où on a plein de petits workflows comme ça, bah, pour tout simplement, j'en donnerai des exemples pour automatiser certaines choses. Bah, en fait, plutôt que de recréer une app séparée qu'il va falloir maintenir, et cetera, bah, finalement, N8N, ça pouvait être intéressant. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est, une application web, en fait. Alors, c'est pas vraiment de l'open source, mais c'est du faire code. Mais du coup, on a accès au code de N8N. On peut l'installer, en fait, sur nos propres serveurs, donc ce qu'on a fait, et ensuite, bah, on va pouvoir, ce qui est intéressant, bah, gagner pas mal de temps, voilà, pour des petits workflows, où, on va pouvoir. Enfin, ce que je trouve assez intéressant, c'est les échanges entre les différents services. C'est qu'il y a une manière de sauvegarder les crédentials qui font des différents services, de manière, assez facile, ce qui fait que, voilà, c'est assez, plus facile que quand on code de faire appel à des API, OAuth et autres. Et puis, derrière, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, on va avoir l'avantage de nos codes, c'est-à-dire de pouvoir, très vite décrire graphiquement, voilà, tout simplement, un petit workflow, et en même temps, on a eu des micro besoins pour l'instant là-dessus, mais dès qu'on a besoin, voilà, de créer des choses, un petit peu plus techniques, eh ben, en fait, on peut créer un node code où on peut coder en JS dans ce node. Ça fonctionne très bien, et on peut du coup tout simplement, même faire appel, regarder la console de Chromium par exemple, et puis regarder, les logs, un console log, de ce genre de choses pour débugger, et voilà. Et du coup, on se sent pas enfermé, enfin pour l'instant en tout cas, je me sens pas enfermé, dans une solution, enfin voilà, qui serait compliquée des fois, où on se dit: «Ah alors avec, 3 lignes de code, ça serait plus rapide que d'écrire, 10 nodes». Non, non, on utilise les nodes quand on a envie, les nodes graphiques, et puis hop, on peut coder quand on a envie. Voilà. Ouais, donc c'est un outil vraiment, bah, voilà, qu'on a commencé à déployer. Donc là, par exemple, concrètement, bah, ça va être, pour les témoignages, par exemple, des participants, à une formation. Ils soumettent leur, questionnaire, et ils soumettent les réponses au questionnaire, et en fait, bah, on va pouvoir automatiquement, par exemple, corriger les fautes d'orthographe qu'ils auraient pu faire, voilà, et faire, une publication directement sur notre site internet. Et bah, ça évite, comme on faisait aujourd'hui, qu'un humain, repasse, regarde s'il y a des fautes. Donc on va avoir comme ça des petites choses, même pour des notifs, Slack ou Discord, ça va être, assez utile, voilà, pour prévenir les équipes commerciales. Donc voilà, il va y avoir ce genre de petites choses. Il y a aussi, un point, intéressant aussi, c'est que dans toutes ces notes qu'on peut utiliser, il y a aussi on peut utiliser des notes communautaires qui ont été développées par la communauté. Donc là, c'est ce qu'on avait fait, récemment, où on avait installé, un node, qui a été fait par un développeur, qui permettait de convertir du Markdown en PDF. Et ça, on en avait besoin en fait pour bah, on voulait générer en fait un PDF pour, les commerciaux de la boîte, pour que ça les aide en fait à savoir, les avantages, de chaque, formation. Et en fait, finalement, on en parlera un peu plus sur la partie IA, mais en fait, on s'est fait aider en fait, par un LLM, par évidemment des ressources qu'on avait en interne, des avantages qu'on pouvait avoir sur telle ou telle formation, et le tout était exporté dans un document, PDF. Et voilà, donc c'est facile en fait à un moment donné de se dire: «OK, là j'ai envie de faire un truc, je peux pas le faire, ah bah, il y a peut-être, un dev qui a codé un node qui permet de faire ça, et sinon je le code moi-même». Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Je sais pas si tu as des choses que tu as envie de dire, pour compléter? Bah, je peux expliquer peut-être un peu le fonctionnement global du workflow du doc commercial, parce que c'est peut-être Ouais, un des plus complexes qu'on a fait, et du coup, ça permet d'introduire aussi la partie complètement. avec de l'IA. Un truc qui était vachement intéressant, c'est que à tout moment, on peut utiliser des modules IA. Donc un module IA, il a une forme un peu particulière, il a pas la même tête que les autres, et ça permet de se connecter à un modèle. Donc on peut facilement le connecter à des modèles de OpenAI, Claude, Grok, Mistral. Et même si, vous le faites tourner sur votre machine, parce que c'est très facile à faire tourner sur sa machine, et honnêtement,
Ça peut être très pratique pour des petites tâches ponctuelles avec Docker. Vous pouvez utiliser Oliama, par exemple, si ça tourne en local. Et donc cette node-là, donc elle est connectée à un modèle et elle peut se connecter aussi, elle a d'autres, je sais pas, des nodes un peu parallèles. Donc on peut lui imposer un format de sortie, les structured output, et on peut lui donner des outils. Donc pendant, la réflexion de LLM, il va pouvoir, librement faire appel à différents outils et les outils peuvent être, des nodes, peuvent être des requêtes, peuvent être, même d'autres workflows. Donc on pourrait lui dire, je sais pas, si tu as besoin de faire ça, beh, appelle un autre workflow que vous avez codé et donc ça laisse des possibilités, assez marrantes. Honnêtement, les outils, on s'en est peu servi pour le moment et donc je peux vous expliquer un petit peu comment ça est pris pour le document commercial, par exemple. Donc on avait un besoin, c'est que nos équipes commerciales n'ont pas de culture de dev, c'est pas des gens qui ont un profil dev et bah, souvent quand un client, appelle, ils ne connaissent pas forcément les personnes de l'équipe les gens de l'équipe ne connaissent pas forcément la techno qui est mentionnée par le client et donc on avait besoin de leur faire un petit rappel, de OK, s'il y a une personne qui demande telle techno, quels sont les technos qui seraient intéressants de suggérer, dans un premier temps? Et donc on avait pensé à faire ça à la main, mais la boîte grandissant assez vite, nous avons 150 formations au catalogue et du coup, on s'est dit: «Si on recommande 5-6 formations par formation, on va y passer notre vie à maintenir ce truc-là et dès qu'on va ajouter une formation, ça va être il va falloir tout relire» et on s'est dit: «Ça va vite être un peu compliqué». Donc ce qu'on a fait, c'est que, on a dit: «On va générer un document, PDF». Donc, tous les mois, on lance une tâche sur, on donc il y a le workflow commence par un scheduler qui est exécuté tous les mois, c'est arbitraire. On récupère la liste de nos formations. On utilise Metabase, mais on aurait pu utiliser des nodes Postgres ou autre et donc on itère sur ces formations-là et donc pour chaque formation, on fait appel à un LLM. Dans notre cas, on a choisi de faire, appel à Claude Sonnet et donc on a fait un gros prompt, parce que on voulait un résultat assez formaté, donc on a passé pas mal de temps, en prompt à générer pour avoir ce qu'on voulait. Donc on lui a donné des exemples, expliqué son rôle et cetera et pour chaque formation, donc on lui demande donc il y a le titre, il y a une explication le moins technique possible de à quoi sert la techno, puis une recommandation de entre 5 et 10 formations que nous avons à notre catalogue, en expliquant un petit peu le lien avec celle-ci et des notes, par exemple sur le marché de l'emploi en ce moment, voilà et tout ça drivé par par ce qu'on y a donné dans le prompt. Et ensuite, bah, ça le transforme, donc ça le LLM l'écrit directement à un Markdown, puis, ça le transforme en PDF comme on le disait tout à l'heure, puis ça finit par le poster sur Slack. On est en train de réfléchir à comment l'uploader sur Dropbox, mais honnêtement, on a galéré, donc pour l'instant, ça va sur Slack. C'est la vérité. Et du coup, ben, ça génère un document de 100 pages. Ça met, je crois le dernier run, ça mettait 23 minutes. Alors le gros, c'est les appels à Claude, les appels successifs à Claude parce que c'est pas parallélisé. Et il y a des petits tempos de temps en temps parce que Claude peut nous dire: «Voilà, on s'est pris des erreurs overloaded», donc de temps en temps, ça peut mettre une pause. Et donc ça génère ce document de 100 pages et voilà, petite anecdote, ça coûte entre 5 ou 6 de LLM pour le moment. On va essayer de voir si on peut pas utiliser, des, LLM plus molles, mais ils se perdent vite parce qu'on demande, à chaque fois on passe, la liste des formations qu'on a au catalogue et il faut quand même visiblement des LLM qui sont un peu costauds pour ne enfin, dès qu'on passait à Haiku, donc c'est le petit modèle de chez Anthropic, ils se perdaient en fait. Il y avait des, formations qui étaient répétées 2 fois, on voyait bien qu'ils respectaient beaucoup moins nos exemples. Donc pour l'instant, on reste là-dessus et c'est très OK et on verra s'il y a moyen d'optimiser la vitesse ou le prix, mais c'est pas très méchant, honnêtement, ça nous a fait gagner un temps incroyable et du coup, ce document, il est trop bien et voilà et il sert dès maintenant à l'équipe et ça nous a mis, je sais pas, 2 aprèm à coder l'ensemble, ouais. Ouais, c'est vrai que le résultat est vraiment cool et il peut être directement utilisable, par notre équipe commerciale. En fait, par exemple, on parle, il y a 100 pages qui est généré, bien sûr, on a un sommaire, donc ils ont juste à cliquer sur le sommaire, sur la formation qui les intéresse. Boum, ça va directement au bon endroit et après on a une petite carte, qui explique, voilà,
des avantages qu'ont cette techno-là. Et puis effectivement, bah, avec des mots en fait compréhensibles par des personnes qui sont pas tech, bah, va expliquer le lien qu'il peut y avoir entre différentes formations qu'on a chez nous. Par exemple, je sais pas, je pourrais donner un exemple. Bah, du coup, j'ai envie de me former à Vue.js et peut-être que j'ai envie en fait tout simplement bah, d'utiliser TypeScript pour avoir un code plus robuste, par exemple. Donc, le mot robuste, il est compréhensible par l'équipe commerciale ou peut-être que j'ai envie d'utiliser voilà, des outils comme Jest pour les tests, ou peut-être que j'ai envie d'utiliser Git pour le versionning. Voilà. Du coup, il va y avoir comme ça différents liens qui vont être faits et à chaque fois avec des mots compréhensibles. Et vraiment, moi, je suis assez bluffé par les résultats. Même si on a passé quand même pas mal de temps à itérer et on va dire à tuner le modèle. Voilà. Et peut-être une chose aussi, je pourrais donner en complément, alors c'était pas sur cet exemple précis, mais peut-être que tu vas en parler, mais c'est vraiment, moi, ce que je trouve assez puissant avec le fait d'utiliser, du coup, les LLM, en fait, par exemple, dans End-to-End et il gère les structurés de data. C'est-à-dire les structurés de data, c'est le fait d'être sûr du format de données que l'IA va pouvoir nous donner en retour. Je parle du format, hein, je parle pas du contenu des données qui, évidemment, sont pas prédictibles et voilà, ça va changer à chaque fois, mais au moins, on sait qu'il peut nous retourner, par exemple, un JSON bien structuré. Bah, c'est qu'après, on va pouvoir s'en servir, en fait, tout simplement pour, bah, du coup, faire appel à des API, faire appel à des outils et donc donner, en fait, de réels pouvoirs à l'IA. C'est que l'IA, pour un temps, bah, c'était générer du texte et du coup, bah, c'était déjà très utile. Mais là, on a une IA maintenant qui va générer des actions concrètes qui vont pouvoir être faites bah, tout simplement pour nous économiser pas mal de temps. Et voilà, on verra après dans le curseur le pouvoir qu'on donnera plus ou moins à l'IA dans le quotidien en fonction de ce qu'on a envie de déléguer. Mais là, du coup, ça fait une stack qui est assez puissante, N8N plus les LLM. Ouais, voilà. Effectivement, il y a même des nodes préconstruites pour certains cas d'usage de l'IA, par exemple de l'extraction d'informations. Donc, on y passe du contenu, on dit quel champ on veut traiter et on lui dit les types d'infos qu'on veut récupérer et ça se débrouille pour récupérer cette information dans le contenu qu'on a donné. Par exemple, ça peut servir pour du scrapping sur des pages où les pages seraient très différentes ou des choses comme ça. On peut faire des modules de FAQ, parce qu'on peut très vite le connecter à un chat, donc ça, c'est trop cool. D'analyse de sentiments, pour faire des résumés et aussi de tests, il y a un test classifiant et donc pareil, on donne des catégories et ça nous dit dans quelle catégorie ça va. Typiquement de la modération, par exemple, ça pourrait être ce genre de node et ça, c'est trop bien parce que du coup, voilà, la note fait tout seul et du coup, on rentre le contenu, on dit, qu'est-ce qu'il regarde? On a les 3 catégories à la fin et le workflow continue et on fait ce qu'on veut sur les 3 catégories. C'est vraiment très agréable à utiliser. Et puis après, voilà, comme on a dit au début, voilà, c'est un outil qu'on est en train, en fait, on est en train de mettre en place des workflows depuis quelques semaines. Donc, on débute sur le sujet. Donc, il faudra voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, en fait, sur le moyen long terme, par rapport à du code. Est-ce que c'est facile ou pas de débugger? Il y a des outils, hein, qui sont mis en place. Par exemple, on peut avoir l'historique des différentes exécutions passées. Il sauvegarde ce qu'on appelle des snapshots qu'on va pouvoir réintégrer en fait pour les rejouer, pour reproduire un problème. Mais voilà, il faut voir aussi ce que ça donne en termes il y a une séparation entre le mode test, donc le mode développement un petit peu, et le mode production. Il faut voir si on arrive aussi un peu à séparer les deux quand on veut tester ou faire évoluer un workflow. Il y a aussi peut-être un micro défaut, mais il faudrait peut-être que je creuse cette partie-là, c'est la partie versionning de workflow. À un moment donné, j'avais modifié un workflow et je voulais retrouver l'historique en fait, bah, de ce que j'avais pu faire il y a quelques jours sur le workflow, et c'était compliqué. Il y avait je crois que 24 heures d'historique, enfin voilà, bon, il faut voir, je crois qu'il fallait une version peut-être payante pour avoir, plus d'historique. En tout cas, voilà, du coup, c'est vrai qu'on perd quand même des petites choses où, quand on est développeur, on paye pas, pour versionner sur Git ou, pour pusher sur GitLab ou autre. Et donc derrière, voilà, faut voir, est-ce que les compromis sont pas, trop grands? Puis, voilà, un petit peu dans le futur, est-ce que c'est quelque chose, qui remplit, tous nos besoins? En tout cas, pour l'instant, c'est quand même plutôt bien parti. Voilà.
Il y a un autre type de node qui est très cool aussi, dont on peut parler, c'est toutes les nodes qui font partie de la catégorie qui viennent d'être ajoutées, qui s'appelle Human in the Loop. Et ça, c'est intéressant parce que, bah, donc récemment, dans différents workflows, on a mis de l'IA, mais c'est vrai qu'on voulait avoir un peu la main sur, OK, est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bon? Par exemple, une IA qui corrigerait les fautes d'orthographe, dans le commentaire client, on a certainement envie de regarder qu'il n'y ait pas de, je sais pas, d'hallucinations qui sont introduites ou qu'elle ait pas changé le sens ou que ce soit vraiment juste des fautes. Et donc en fait, il y a plein de notes maintenant où on peut s'envoyer une notif sur, Slack. Il y a des boutons et on peut, alors c'est Slack, Discord, Gmail, plein de choses et du coup, il y a différents boutons et donc on peut dire on accepte ou on refuse et il se passe des choses à nouveau, dans la suite de workflow. Ça peut aussi prendre, du texte ou un formulaire. Et donc ça, c'est trop bien parce que ça permet de valider, une décision ou, du contenu qui aurait été généré par IA et donc c'est très confortable, voilà, pour pas que ça se déroule tout seul et qu'on maîtrise pas. Donc, là aussi, c'est des notes qu'on commence à mettre en place, dans différents workflows, notamment quand il y a l'IA parce que c'est la partie incontrôlable et souvent on a envie de jeter un œil avant que ça parte en 3D. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression enfin, on a pu vous dire ce qu'on voulait vous dire pour l'instant de nos premières semaines avec N8N. Je sais pas s'il y a des choses, peut-être qu'on avait envie d'ajouter? Non, non, juste peut-être un petit récap du coup, donc vraiment ce qui nous plaît dans Emiten, c'est, bah, ça permet d'automatiser, des workflows. Il y a plein de nodes, on peut faire des workflows assez complexes. C'est open source avec une licence, Faircode. Heu, on peut coder dedans, ça c'est cool, c'est qu'on perd pas la main, voilà. C'est open source donc on peut l'exécuter sur nos propres machines, on n'est pas dépendant, on garde nos données. Heu et on a parlé, voilà, de 2 notes qui sont super intéressantes. Toute la partie IA où on peut très facilement faire appel à une IA, avoir du contenu structuré et continuer leur flow. Et il y a aussi toutes les nodes, Human in the Loop, qui permettent de demander à un humain, à défaut de demander, à une IA, notamment après le travail d'une IA pour vérifier si le contenu est OK, faire une validation par exemple. Ouais, carrément et bah, en tout cas, on est curieux de savoir si vous, de votre côté, vous utilisez aussi N8N. N'hésitez pas à donner vos retours d'expérience, en commentaire et on sera vraiment content de pouvoir échanger avec vous, là-dessus et puis on vous tiendra au courant, ces prochains mois, voilà, de l'expérience qu'on aura pu accumuler sur le sujet et on pourra peut-être vous faire un petit retour, voilà, un petit peu plus, on va dire dans 3 mois, dans 6 mois, voilà. Donc pour le sujet, suivant, en fait, ce qu'on discute pas mal avec Camille en ce moment, c'est un des gros sujets, c'est on va dire, en tant que développeur, bah, c'est, l'utilisation des assistants pour coder. Hem Et en fait, on le voit, hein, nous ça fait, quelques mois qu'on utilise ces assistants, et j'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon cas personnel, que, de mois en mois et de semaine en semaine, à la fois l'assistant est plus performant et me permet de faire plus de choses et à la fois, moi, j'en ai un usage de plus en plus important et je trouve que ça a énormément changé, ça a vraiment bouleversé ma manière de coder, vraiment. C'est que je m'aperçois maintenant que je passe plus de temps, donc j'utilise Cursor dans le chat, à parler, donc par exemple avec Claude Sonnet, bah, pour, parler d'un bon, ça va être très varié, hein, ça va être pour parler, d'une explication, d'un code que j'aurais pas écrit, de l'explication d'un bug qui s'est produit et du coup, je comprends pas trop pourquoi ce bug il arrive, pour optimiser certaines parties, un peu consommatrices de code, enfin de consommatrices, en ressources. Ça va être pour, évidemment, générer, du code et du coup, souvent il est très bon pour ça, hein, vraiment, même s'il faut dialoguer avec lui, hein, voilà, il va y avoir comme ça différents sujets et je me dis: «Mince, je passe plus de temps maintenant dans le chat qu'à coder directement». Ça a complètement bouleversé ma manière de coder. J'ai l'impression maintenant d'être plus, comme, quelqu'un qui parle avec un assistant et qui va, relire le code de l'assistant, plutôt que quelqu'un qui code directement. Donc ça a changé ma posture en fait, par rapport à il y a encore, 6 mois. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie, voilà, donc dont je voulais vous parler. Pour l'instant, dans mon cas, précis, évidemment, j'ai toujours besoin en fait de comprendre le code généré, c'est quelque chose qui est fondamental. Des fois, il fait n'importe quoi, il m'a mal compris,
Mais très souvent, quand il fait n'importe quoi, c'est, le problème, l'erreur, elle vient de moi, en fait. Ça vient du fait que je lui ai pas donné assez de contexte, je lui ai pas bien expliqué assez ce que je voulais, voilà et du coup, il va falloir que j'itère un peu avec lui, pour pas qu'il fasse n'importe quoi et donc il y a quand même besoin, voilà, de comprendre le code généré et je voulais donner aussi un exemple concret. C'est que là, il y a quelques semaines, avec Camille, on est en train de mettre en place, une application qui permet en fait à nos clients de pouvoir, soumettre leurs idées de formation et pour ça, bah, en fait, on est parti, d'une application open source, qui s'appelle Feeder, qui est écrit en Go et en React. Là, j'ai regardé un petit peu avant l'enregistrement, il y a à peu près, 500 fichiers différents, en React ou en Go, donc c'est un fichier c'est une appli, on va dire, qui est de taille, moyenne. C'est pas une grosse appli, mais on va dire, c'est suffisamment gros pour s'y perdre. Moi concrètement, autant React je connais, mais Go, j'ai jamais codé de ma vie en Go, et on avait des petites améliorations, des petites choses à faire, sur un fork lié à ce projet et du coup, bah, j'ai pu en fait tout simplement, grâce, à l'assistant, grâce à Claude Sonnet, bah, du coup, faire évoluer, voilà, du code. Concrètement, à chaque fois, je me risquais pas d'écrire une ligne en Go, parce que je sais pas, je connais même pas la syntaxe en fait, donc mais par contre, je expliquais ce que je voulais et à chaque fois, le code me semblait, logique. On n'a pas j'ai pas généré, j'ai pas généré des milliers de lignes de code, hein. C'était, 3 lignes par-ci, 5 lignes par-là, mais voilà, l'idée, c'était aussi d'être sûr de pas faire de bêtises et en fait, à chaque fois, voilà, ça faisait quand même, moyennant un peu de temps d'itération, voilà, des résultats, bah, voilà, qui marchaient et qui m'a permis, tout simplement, bah, de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Donc je trouve ça assez bluffant, voilà. Je sais pas si toi, tu peux peut-être donner aussi ton retour sur ce sujet, Ouais, ouais, écoute, je vois bien qu'on en discute régulièrement et que ça je sais que enfin, on en parle depuis 1 an à peu près, en tout cas ça fait 1 an qu'on utilise à peu près Cursor et je vois qu'au début on se disait: «OK, effectivement c'est trop cool, ça améliore vachement l'autocomplétion, mais ça révolutionnait pas notre façon de bosser». On C'était plus pratique, il y aura peut-être un petit gain de performance et en fait, là, je vois que tous les 3 mois, on change d'avis. C'est que, à chaque fois, ça va plus vite que ce qu'on pense et c'est assez flagrant. C'est que là, on voit qu'il arrive à beaucoup mieux, gérer la code base et on voit que ça sort encore enfin, quand on regarde les features de ces différents outils, on voit que c'est un vrai sujet d'arriver à trouver le bon endroit pour éditer, parce qu'ils ne peuvent pas envoyer, l'ensemble au LLM. La plupart ont développé des agents. Et donc dans Cursor, c'est assez impressionnant. On a développé, je sais pas, l'autre jour, on avait besoin de faire un traitement sur un gros CSV. On avait un peu la flemme de coder le traitement et du coup, on a décrit ce qu'on voulait dans l'agent et one shot, il nous a fait un script Python qui faisait ce qu'on voulait. Il devait faire une page et quelques et c'était juste, quoi. Et effectivement, le seul cas qui était pas bon, c'était, un cas quand il y avait pas dit, il pouvait pas le deviner. On a corrigé le truc et le code était bon et donc on voit qu'il y a un vrai changement. Un petit delta peut-être, c'est qu'on est probablement dans un cas un peu spécifique où là, on code sur des petites applis. Typiquement, tu parlais de Feeder tout à l'heure, c'est pas une appli où il y a des problèmes de sécurité, c'est un site accessoire pour nous. On savait bien à l'avance qu'on n'allait pas faire des grosses modifs dessus. S'il y avait eu, voilà, quelconque problématique, qui se mettait dans l'engrenage, on aurait pris un code qu'on maîtrisait évidemment et c'était aussi un peu pour s'amuser, avec ces outils-là. Voilà, donc on a conscience que très vite, il peut y avoir des contraintes qui font que ce qu'on vient de dire n'est pas applicable. On est dans un cas un peu, voilà, on bosse sur des applis simples, qui ont en tout cas, celles-là n'ont pas de problème de sécurité ou autre. ouais, complètement. C'est vrai que là, tout à chaque fois, ce qu'on dit, c'est pas forcément applicable à tout le monde. C'est vraiment notre expérience à nous, et effectivement, on va dire, soit, bah, du coup, là, moi, j'utilise l'IA, bah, avec du Ruby qui est, vraiment, du coup, la stack que je maîtrise le plus parce que nos apps, elles sont codées en Ruby et du coup, je comprends parfaitement. Je connais c'est moi qui ai codé de A à Z, enfin, avec Camille, et Vincent, l'appli et du coup, on comprend bien le code et quand l'IA nous génère du code, on sait direct, si c'est, n'importe quoi ou pas et effectivement, mais c'est marrant, là, voilà, dans une appli, comme, celle de Feeder en Go où vraiment je connais pas l'appli, bah, du coup, je lui dis, bah, cherche dans la code base ce qui correspond à ça. Hop, il me dit exactement. Je lui dis de m'expliquer le code. Après, je lui dis, bah voilà, j'ai envie de faire évoluer ça ou ça. Et en fait, il me fait une proposition. Je lui dis, bah non, là, ça va pas assez, ou j'ai envie de gérer ce cas-là. Et en fait, il met à jour, etc. Et puis,
voilà, au bout d'un moment, boum, j'ai ce que je veux, ça marche et du coup, j'aurais passé vraiment beaucoup plus de temps si l'IA était pas là. Donc ça a vraiment changé. Donc ça, c'est un exemple concret, mais vraiment, en tout cas, moi, ma pratique et je pense notre pratique, de développeur et en fait, la question aussi qu'on se pose, c'est, bah, maintenant qu'avec les agents, par exemple, il peut lancer des commandes, directement, sur le terminal, voir les retours d'erreurs. À partir de ces retours d'erreurs, bah, comprendre ce qui pose problème et du coup, finalement, proposer des correctifs et cetera et nous, en fait, on intervient, bah, de temps en temps, quoi. Forcément, on est dans la boucle, mais on se pose la question déjà que notre métier, là, il notre métier, je parle de Camille et de moi, peut-être pas de tout le monde, mais nous, ça a bien bouleversé notre manière de coder, depuis 3-6 mois, même 1 an. Et ben, en fait, qu'est-ce que ça va devenir dans 1 an, quoi, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quoi l'avenir de notre métier? Hem, Moi, je trouve ça plutôt positif, hein, parce qu'il y a plein de trucs, super galères que j'avais pas du tout envie de faire moi-même, et qui fait. Donc moi, aujourd'hui, je suis plutôt content, mais on se dit, c'est quand même, peut-être un des plus gros bouleversements depuis, 18 ans que je code, que j'ai pu voir venir et forcément, ça pose plein de questions. Enfin voilà, je sais pas si toi, tu as des questions que tu te poses, par exemple, liées à ça? Ouais, bah, effectivement, enfin, je pense que le premier truc dont on peut discuter, c'est, l'évolution de notre métier. On se rend bien compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a plus besoin de savoir. Tu as rencontré un cas où tu as pu coder faire quelques modifs sur une appli où tu connaissais pas le langage et c'est assez fou. On a pu coder des scripts où on n'a pas regardé le code, juste ça marchait, c'était bon. Et donc il y a plein de modifs comme ça. Dans un précédent épisode, j'ai expliqué, que j'avais appris à utiliser Three.js et que ça m'avait énormément aidé parce que du coup, en ayant une connaissance extrêmement moyenne de la lib, en fait, il m'aidait à compléter les trucs que je savais pas et c'était un soutien de fou parce que j'avais pas besoin de très bien connaître l'API de la lib qui est assez dense et donc il y a un gain, de performance, je l'imagine, parce que, enfin, en tout cas, sur ces cas-là, je vois bien qu'on va beaucoup plus vite que si on avait fait à la main. Heu, il y a peut-être, des side effects, hein, peut-être que ça va introduire plus de bugs ou autre et surtout ce gain d'opportunité, il peut être inquiétant parce que s'il y a le même sur des équipes de dev et voilà, quand on fait la veille, on s'aperçoit que c'est vraiment une question générale et donc il y a certainement un gain de performance assez évident dû à ces agents. Du coup, les équipes de dev vont aller plus vite. Est-ce que les entreprises vont, heu, continuer à payer l'intégralité des devs et profiter de ce gain de performance pour faire d'autres choses? Ou est-ce qu'elles vont, peut-être se débarrasser de quelques devs et parce que, le taf que faisaient 8 personnes avant, il est fait maintenant à 4 et que du coup, ils gardent que 4 personnes et du coup, il y a, voilà, ça va rajouter peut-être une couche à la crise, de l'emploi chez les devs en ce moment, quoi. C'est ça, ça c'est un scénario possible, mais il peut aussi y avoir un scénario, comment dire? Un scénario où, finalement, bah, le fait de coder des apps, d'automatiser des choses, devient encore plus facile, plus, accessible et donc et puis on n'a pas fini de vouloir automatiser des choses. Donc, peut-être qu'on va rester au même nombre de devs qu'aujourd'hui, mais simplement on va coder beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'applis, beaucoup plus, donc, et puis après, ce qu'on se dit aussi, c'est qu'il y aura peut-être des paliers qui fait que, voilà, ce qui est valable ces 3 prochaines années, bah, c'est peut-être pas en fait, il y a tellement des fois des ruptures qui peuvent se créer. On ne sait pas c'est quoi les ruptures dans 3 ans, dans 5 ans et cetera. Donc, on verra. En tout cas, on reste très, très attentif à tout ça. Moi, je reste assez fasciné par ça, que ce soit l'utilisation, des API des IA, des LLM, en fait, comme on parlait tout à l'heure, qui permettent d'automatiser des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est qu'avant, corriger des fautes d'orthographe, estimer la pertinence de telle ou telle donnée, de pouvoir, comme on avait expliqué, trouver des arguments commerciaux pour des formations. Voilà, c'était des choses qui étaient faites par des humains. Donc maintenant, on va pouvoir les automatiser. Et voilà, ça c'est vrai que ça fait quand même, réfléchir et puis moi, c'est vrai que je sais pas trop, hein, la projection, ce qui va se passer. On peut réfléchir à des choses, je sais pas si ça va se passer, mais je me dis, bon, bah, je vois des exemples où il y a pas mal, de lib, par exemple de calcul scientifique en Python, qui fait que des gens utilisent Python, principalement parce qu'ils se disent: «Tiens, j'ai, ces librairies, qui me permettent de faire du calcul scientifique». Mais peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que dans quelques années,
quelques mois, bah, on pourrait pas, imaginer des portages de lib, d'un langage en un autre? Bien sûr, si c'est, pertinent en termes de langage, hein. Est-ce qu'on pourrait pas les avoir, demain, je sais pas, en Rust ou en TypeScript et cetera, ces libs et finalement, bah, voilà, ça peut ouvrir aussi les choses ou en Go, et puis après, il y a aussi une question que je me pose, c'est, bon ça pareil, c'est vraiment la spéculation, mais pour des applis qui craignent pas trop, bah, est-ce qu'il y aurait un monde en fait où simplement, en décrivant, bah, l'interface graphique, avec des outils comme, Figma, en décrivant scrupuleusement les actions, bah, du coup de ce que j'ai envie de faire en cliquant sur tel ou tel bouton, les workflows, en expliquant les workflows de ce que j'ai envie que ça fasse, puis la structure peut-être des données en base de données, bah, est-ce qu'il y aurait pas, une possibilité, de pas même avoir envie de savoir le code généré? Qui est, finalement de pas regarder ce code et se dire, c'est une sorte de boîte noire et puis de l'extérieur, bah, si ça marche pas, bah, corrige-moi le bug. J'ai envie que le comportement, il corresponde exactement à ce que j'ai envie. J'ai des scénarios de test peut-être, voilà, de l'extérieur, l'appli fonctionne bien et évidemment, le scénario que je décris pose plein de questions en termes de sécurité, en termes de performance, en termes de perte de contrôle, et de maîtrise par rapport à ce qu'on développe. Voilà, mais ça peut être un scénario. Ouais, on est pas encore là, mais effectivement, c'est une utopie, un peu possible, clairement, clairement. Mais c'est vrai que voilà, ça pose évidemment plein de questions. On voit notre métier évoluer à vitesse grand V et je pense qu'il est temps de se poser un peu la question de comment on réagit en tant que dev, tu vois? C'est, bon, on a déjà vu ouais, déjà avant, on a déjà vu, nous, tu sais, ça fait, 18 ans qu'on code, on a déjà vu des moments où il y avait des gains de productivité. C'est que, on a démarré avec des langages, enfin, on a toujours fait du web tous les 2, mais, je sais pas, je sais pas, on a démarré, on a fait du TurboGeeks, on a fait des frameworks très light en PHP. Quand il y a eu Ruby on Rails, par exemple, on avait un vrai gain de productivité. Au départ, on déployait nos sites à la mano, puis on a eu des services comme Heroku qui nous ont facilité vachement la maintenance des côtés serveurs. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses comme ça où il y a un gain et ces gains n'ont pas eu d'impact vraiment sur le marché du travail. C'est que, bon, c'est sûrement lié à l'économie générale, mais en fait, les boîtes ont plutôt profité de ce gain pour faire plein d'autres choses. Et donc, c'est peut-être un avenir possible et dans ce cas-là, c'est trop bien. Mais voilà, j'ai peur quand même d'assister à la disparition de certains métiers. Heu, j'ai peur que ce soit pas très pertinent demain d'être, un intégrateur CSS, débutant ou, j'ai peur que ce soit des métiers assez facilement remplaçables. Même moi, le métier que je faisais avant de monter Imode Coder, j'étais dev web en Ruby on Rails. Je pense qu'une bonne partie de métier de mon temps de dev serait assez facilement remplaçable par, un échange avec un agent et ça irait probablement plus vite. Parce que je passais quand même une bonne partie de ma journée à faire des appels simples à la base de données, à faire des pages HTML un peu répétitives où c'est la même et tu fais un classement comme ça et probablement des choses assez faciles à décrire et il y avait quand même tout un temps à les rouler et même si Rails, a des systèmes pour, créer, par défaut des modèles, des contrôleurs et cetera, il y avait quand même un peu de logique à décrire. C'est vrai que tout ça pourrait être probablement accéléré, donc j'imagine que si je refaisais le même métier, j'aurais quand même, probablement un gain de productivité assez considérable et c'est que le début. C'est que là, on teste même pas les meilleurs LLM, qui sont dispo sur le marché. On travaille avec Sonnet parce que c'est, un des mieux qu'il y a dans Cursor quand on prend l'abonnement payant, mais on pourrait utiliser au plus de 500 ans, on le fait même pas. Et j'imagine qu'il y a encore un gain, donc on n'est même pas au top de ce qu'on peut faire maintenant et on voit bien l'évolution. Enfin là, toutes les semaines, il y a un nouvel élève qui sort qui bat le précédent, donc j'imagine que ça va encore s'améliorer. Donc voilà, j'ai un peu peur de l'exploration de certains métiers, ou même d'une partie de certains métiers et je me demande comment on fait pour agir. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de strates. Soit, bien maîtriser les LLM et du coup être le dev web qui maîtrise bien les LLM et du coup on a une bonne productivité parce que je pense que ça va devenir incontournable pour certains métiers. Ou bien, se débrouiller pour être dans des niches où ça ne sert pas. C'est qu'en fait les LLM ne sont bons que pour, reproduire des choses qui ont déjà été codées plusieurs fois et probablement, si on est en train de coder des choses très critiques, qui ont été peu faites ou d'un langage peu connu ou, je sais pas, j'imagine que, les personnes qui codent, je sais pas,
le code de la prochaine fusée Ariane, il peut pas trop faire appel à Cursor pour plein de choses parce que peut-être qu'il est les premiers à l'écrire, avec des contraintes folles qu'il faut maîtriser, chaque commande qui est tapée et du coup, Cursor n'a pas trop de sens. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un peu les 2. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai Mmh. l'impression qu'il y a un peu les 2 strates comme ça, voilà, très bonne maîtrise du LLM, mais je sais pas où ça va parce qu'il y a moyen qu'on fasse plus que quelques pourcents du truc dans quelques temps et je sais pas si ça tient bien ou faire en sorte d'être dans une niche où pour l'instant ça marche pas. Mais là non plus, je sais pas, j'imagine que les derniers pourcents vont être compliqués à grappiller pour les IA. Ouais, mais c'est justement, j'allais venir là-dessus, c'est la question que je me pose. C'est la question de savoir, bah, comment va être la courbe dans le futur? Est-ce que là, on commence à arriver, sur une courbe logarithmique où on va arriver à une sorte de plateau? Est-ce que les derniers pourcents vont être difficiles à grappiller? Ou est-ce que du coup, on a encore, même une courbe linéaire, ce serait complètement fou, on va, si on continue, on va dire à avoir vraiment du code encore plus impressionnant, puis là, on parle de code, mais en fait, même avec les composeurs, avec Cursor, c'est la création de plusieurs fichiers liés, les uns les autres. Ça va être le fait, ouais, ça, de pouvoir lancer des commandes. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce qu'on délègue à l'IA, plus on délègue de choses. Moi, j'aimerais bien aussi avoir, un retour, que l'IA ait le retour graphique. Par exemple, quand tu développes une application web, bah, qu'il puisse voir, les composants et qu'il puisse se dire: «Ah oui, là, je vois bien qu'il y a un problème, le bouton, il est pas placé au bon endroit», et puis, en fait, qu'il puisse, on va dire, réagir, un peu plus, en fait, aux différents feedbacks qu'il pourrait avoir. Donc il peut y avoir comme ça des choses, mais de l'autre côté, ce que je pense, c'est, pour aller de l'autre côté du spectre, du code qui peut être automatisé, il y a en tout cas toujours, à mon avis, pour les prochaines mois, années, la partie architecture qui va rester. C'est-à-dire, bah, du coup, de savoir, de comprendre comment, structurer, son application, l'architecture de l'application, le type de base de données, comment on structure les données en base. Je vois que l'IA est quand même pas très fort pour générer au début du code qui va être bien optimisé ou, enfin moi je vois que je pense vraiment au futur et je sais comment je veux faire évoluer mon code. Donc je sais que je veux le diriger, d'une certaine manière, et pour le diriger d'une certaine manière, bah, c'est aussi parce que j'ai 18 ans de pratique en architecture, applicative, et finalement, voilà, je pense que quelqu'un, qui débute, aurait peut-être pas cette expérience-là, mais donc c'est pas mal aussi, voilà, de continuer à monter en expérience sur la partie archi. Je pense elle va rester encore très longtemps, importante, et même si, le métier qu'on va faire à l'avenir, ce sera de la revue de code, générée par IA, bah, revoir du code, c'est un métier, enfin il faut des compétences, quoi. Il faut des compétences pour comprendre que, là, ce code, il va pas scaler, s'il se passe, telle ou telle chose. Faut aussi, bah, nous, c'est aussi notre métier, ça va être de mettre en place des systèmes, bah, voilà, aussi de relecture, que l'IA puisse se relire elle-même, en fait, tout simplement. Nous, on l'a pas encore fait chez Human Coders, mais je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en place avec des choses, type, GitLab Duo, par exemple, où, bah, dès qu'on pousse quelque chose sur GitLab, bah, du coup, on va avoir à la fin, bah, une petite action qui va se créer, et qui va faire que ça va relire le code, peut-être regarder des failles de sécurité, donner des conseils, et cetera, et enfin, voilà. Il y a encore même pas mal de potentiel de ce qu'on peut faire aujourd'hui, rien qu'avec, ce que l'IA nous permet aujourd'hui. Heu, voilà. Ouais, du coup, comment réagir, au marché, quand on est dev avec, l'IA qui débarque? On a cité plusieurs situations. Probablement des marchés de niche où l'IA n'a pas d'impact. Maîtriser, l'architecture, parce que c'est probablement, peut-être une des parties qui va être les plus compliquées pour l'IA. Qu'est-ce qu'on a cité d'autre? Hem, Bah, continuer à se former au LLM aussi, à faire pas mal de Ouais, veille voilà, sur le sujet. et je pense que c'est vrai, c'est ça mon dernier point, maîtrise de l'IA. C'est que, voilà, probablement il y a certains métiers où, ne pas maîtriser l'IA risque, de faire un trop gros gap de productivité et voilà, c'est un peu les 3 cas qu'on pourrait citer, ouais. Ouais. Peut-être aussi une autre parenthèse, c'est, le fait de faire attention, de pas mettre de l'IA partout. Des fois, j'avais, un échange avec un développeur où en fait, à un moment donné, il y avait un petit traitement à faire, et du coup, il disait: «Ouais, bah, c'est parfait, on pourrait le faire passer par une petite minette avec un modèle Mistral très léger, qui va analyser le texte et qui va, on va dire, faire le traitement qu'on a envie», et là, je dis: «Ouais, mais en fait, ça honnêtement, on pourrait, générer une regex, assez balèze, pour, du coup, faire ce traitement», et là, en y réfléchissant, il disait: «Bah oui, en fait, ouais, en fait, alors quitte à se faire aider pour rédiger cette regex par une IA, mais en fait, derrière, on,
le risque, c'est aussi de se dire, «Ah bah tiens, dès qu'il y a des choses un peu compliquées à faire, je vais mettre, de l'IA, de faire appel à l'API d'un LLM pour, traiter tel ou tel problème», et ça reste quand même consommateur en ressources. On ne sait pas toujours, en termes de prédiction de ce que ça va donner, en retour. Il y a encore des défauts à intégrer. Donc là, je parle de la partie intégrée de l'IA par API dans du code et pas la partie, se faire assister par l'IA. Mais voilà, il faut trouver le bon compromis entre les 2 et pas, céder à dire, «Allez, maintenant je suis full IA». Non, non, l'IA, c'est un outil parmi tant d'autres, très intéressant, mais du coup, il faut savoir bien l'utiliser au bon moment, voilà. Du coup, ça amène à une autre question, c'est, comment nous, centre de formation pour, développeurs, donc on fait des formations de 1 à 5 jours à peu près sur plein de sujets, donc on en a 150 maintenant. On a démarré autour du web, mais ça s'élargit, il y a du cloud, de la sécurité, évidemment de l'IA maintenant. Est-ce qu'il faut qu'on change la façon dont on apprend ces technos-là, ces langages-là à nos participants? Parce qu'il y a peut-être des choses on n'a plus besoin de savoir. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer en détail la syntaxe, par exemple, d'un langage? Alors c'était déjà moyen qu'avant, parce que les IDE pouvaient nous aider, mais là, je vois bien que, je sais pas, si on a oublié vraiment, comment on écrit une fonction, ben c'est pas grave, on va dire: «Écrivez-moi une fonction», ça la crée et c'est bon, et même des trucs plus complexes, donc je sais pas, ouais, je sais pas si là-dessus tu as des réponses à ça? Enfin, c'est une vraie question qu'on se pose en ce moment, et il y a sûrement une évolution à faire là-dessus, ouais. Ouais, mon point de vue pour l'instant, mais ça peut évoluer dans 3 mois et on pourra enregistrer un épisode dans 3 ou 6 mois, c'est que on a encore vachement besoin de comprendre le code qui est généré, et du coup, même si effectivement, on va avoir un peu moins besoin d'écrire de code, pour autant, bah, il faut quand même comprendre le code généré. Donc, la syntaxe, elle va être indirectement, utile. Je prends un exemple en JS, par exemple, quand, on va créer, soit une fonction, function, ou si on fait appel au égal avec, le petit, chevron, enfin ça fait une petite flèche, bah, du coup le scope va être différent, le scope, d'accès aux variables, et donc en fait ça fait pas la même chose, et donc bah, c'est quand même utile de savoir, ces petites finesses en fait qui fait que, bah, en tant que dev, quand on va relire du code, on va se dire: «Ah oui d'accord, il a utilisé ça pour ci ou pour ça», et voilà. Mais ça se trouve dans 6 mois, c'est plus utile, hein, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà, mon point de vue, c'est que effectivement, même si on écrit plus de moins en moins de code à l'avenir, peut-être que, au moins comprendre un petit peu la syntaxe, ça peut être utile, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est dans nos formations, bah, peut-être que, il faut intégrer le fait, que les participants, bah, et ça, il faut voir aussi dans leur société, hein. S'ils travaillent chez Thales ou dans des choses liées à la sécurité, peut-être qu'ils ont carrément pas le droit de faire appel à de l'IA pour générer du code, et qu'ils n'ont pas encore mis en place, des LLM, on va dire hébergés, localement, en vérifiant toute la sécurité et cetera. Je ne sais pas où on en est, actuellement, dans la pénétration de l'appel aux assistants de code dans certaines sociétés, mais en tout cas, je pense très vite, effectivement, il faudrait peut-être que, que la manière de coder évolue, bah, que du coup, on puisse former avec ces nouvelles manières de coder. Alors voilà, ce serait mon point de vue. Ça me fait penser à des examens de peut-être C++ qu'on a eu à l'école, où il fallait qu'on écrive à la main, sans ordinateur, sans accès internet, et tu dis: «Bah non, avec les IA, ça paraît tellement lunaire», parce que autant, il faut qu'on soit effectivement, je pense comme toi, je pense pas que pour l'instant ça change radicalement ce qu'il faut apprendre, parce qu'on a besoin de relire, donc il faut comprendre ce qu'on écrit. Donc ça change, le seul truc, c'est qu'on va probablement moins écrire de code, parce qu'on va le faire écrire, mais en fait, il faut toujours le comprendre, et donc en fait, l'apprentissage reste à peu près le même. Mais très curieux d'en discuter. Enfin, si vous avez des opinions là-dessus, mettez-les en commentaire, ou on vient aussi de créer un Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et avec grand plaisir pour en discuter avec vous, parce que c'est des questions qu'on se pose en permanence, et effectivement, comme tu disais, probablement dans 3 mois, des réponses différentes à donner, parce que ça a encore bougé et on n'arrive pas à le prédire, mais voilà, c'est vrai que je vois qu'il reprend moins d'attachement à connaître par cœur, des trucs pour écrire du code, parce que ça va quand même moins servir. D'ailleurs, autre truc aussi, on va, faire un épisode prochainement avec, Éric Burel et Sacha Grif, qui est pas encore au courant, à propos de State of AI. C'est des sondages, voilà, en anglais, qui sont, enfin, non, internationaux, qui sont faits, auprès des devs sur plein de sujets, et du coup, on fera un débrief de ce sondage-là, donc ça sera trop bien aussi. C'est que voilà, ce sera dans quelques semaines. Je crois que vous pouvez pour l'instant répondre au sondage, et dans quelques semaines, on fera un débrief des résultats, et ça sera trop bien, parce que ça permettra aussi d'avoir un peu
les usages sur le terrain des devs par rapport à l'IA, ce qu'ils en pensent, les outils qu'ils utilisent. Et du coup, ça va être hyper riche. Donc, très impatient de, de faire ça. Et notre façon de réagir en tant que centre de formation, c'est de s'assurer qu'on peut accompagner les entreprises dans cette transition. C'est qu'il y a évidemment du changement, c'est que même si ça ne change pas la façon dont on apprend les technos, peut-être pour le moment, en tout cas pas un changement radical, il y a plein de choses nouvelles qui n'étaient pas là il y a quelques temps. Et typiquement, maîtriser l'IA quand on est un développeur, ça reste qu'en tant qu'assistant, est devenu probablement essentiel dans plein de métiers. Et donc, on a sorti une formation là-dessus, de l'IA pour les devs. On est en train de réfléchir à la même pour les DevOps. Et on a aussi sorti des formations spécifiques à des IDE pour Cursor, spécifiques à Copilot qui s'intègre dans VS Code. On a sorti aussi une formation sur les LLM et on est tête baissée sur ce marché-là. Et donc, notre souhait, c'est vraiment d'être le centre de formation qui peut accompagner ses clients sur cette transition vers l'IA qui paraît hors de plein de façons. Hein. C'est pas que les assistants. On a beaucoup parlé de ça, mais ça peut être l'usage des LLM, l'usage de la génération d'images, etc. On va vraiment se développer là-dessus. Mais c'est un passage un peu obligatoire pour plein d'entreprises et on sera là pour les accompagner. Mmh. Ouais, puis il faut pas oublier, même si les LLM, c'est vraiment une grosse révolution, il y a encore cette partie où utiliser du deep learning pour de la classification, pour des choses où on a besoin de performance, parce que les LLM, c'est quand même, ça consomme quand même beaucoup de ressources. Et il y a des outils qu'on appelle encore IA aussi, hein, c'est de deep learning, où en fait, c'est aussi très efficace pour certaines choses. Et même si là, on fait particulièrement beaucoup de veille sur les LLM, l'IA en ce moment, on discute voilà, très régulièrement avec nos formateurs. On a encore là des sessions d'échanges informels avec les formateurs pour savoir leurs pratiques sur le sujet qui vont être prévues prochainement. Voilà, on continue, enfin aussi évidemment, parce que notre métier finalement, c'est ça, c'est aussi de faire de la veille, de pouvoir défricher la manière dont on va coder demain, les technos qu'on va pouvoir, on va dire, conseiller à des entreprises, des fois de grosse taille, qui vont pas avoir beaucoup de temps ou qui vont pas avoir forcément le regard neuf, en fait, de pouvoir regarder que telle ou telle techno, ça va pouvoir les aider vraiment dans leur quotidien. Donc on va continuer à faire de la veille sur un tas de sujets, même en dehors de l'IA. Mais l'IA, c'est vrai que c'est quand même l'éléphant au milieu de la pièce qu'on Mmh. peut ne pas voir, quoi. C'est voilà. Hem, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu avais envie de compléter sur cette partie-là? Non, écoute, je pense que c'est très bien. Effectivement, je pense, voilà, on a une réflexion permanente sur l'évolution de notre métier, sur l'impact que ça va avoir sur le marché. Et du coup, en tant que centre de formation, l'impact que ça va avoir sur nous et qu'est-ce qu'il faut comment on accompagne ce changement. Et voilà, donc effectivement, on discute très souvent, on fait beaucoup de veille pour essayer de s'adapter au mieux. C'est assez nouveau et la transition est étonnamment rapide. C'est vrai qu'il y a plein de changements dans le passé qui étaient plus lents. Et là, on voit que ça va très, très vite. Donc c'est un petit exercice, de savoir qu'est-ce qu'on développe ou pas. Est-ce que, une techno qui est, enfin ou un LLM ou un IA qui est présente là maintenant, c'est has-been dans 3 mois et ça vaut pas le coup que nous, on cherche à monter une formation dessus. Ouais, il y a tout un jeu de la vitesse qui est pas évident, mais voilà, on C'est pas simple parce que nous, coup, effectivement, notre point de vue, et ça a toujours été celui-là, c'est d'éviter en fait, les emballements, le fait, on n'a jamais voulu aller forcément, hem, conseiller, d'utiliser la dernière techno à la mode, qui, peut-être sera obsolète dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. L'objectif, c'est de trouver, voilà, les technos, et donc indirectement les formateurs spécialisés dans cette techno, qui vont apporter une stabilité aussi, à côté de la productivité, à nos clients. Et en fait, voilà, donc l'idée, c'est aussi, de trouver l'équilibre. Mais bon, là, je pense que l'IA est quand même quelque chose, qui est quand même massif et assez, enfin, qui va s'imposer, hein, vraiment dans les prochaines années. Effectivement, après, il faut regarder, concrètement, telle ou telle techno, telle ou telle pratique de l'IA, à mon avis, va énormément évoluer, dans les prochains mois. Hem Voilà, après, peut-être qu'on peut finir par quelques petites actus. Je sais pas si toi, tu avais envie d'en balayer quelques-unes, ouais, carrément, écoute, on a un petit peu parlé de donc effectivement qu'on avait ajouté pas mal de formations autour de l'IA. Vous pouvez voir, tout ça sur notre site humancourse.com si ça vous intéresse. Donc c'est que des formations pro pour des développeurs.
entre généralement 1 à 4, 5 jours. Du coup, on a sorti plein de formations sur le cloud récemment, parce que c'est un autre sujet quand on parlait de l'IA qu'on développe beaucoup. Du coup, vraiment, vous pouvez retrouver des formations Azure, Linux embarqué, Linux temps réel et plein d'autres. Du coup, ça nous amène à 150 formations au catalogue. On en parlait tout à l'heure, on a fait un site qui s'appelle IDEAS. Vous pouvez aller sur IDEAS, IDEAS.humancourse.com, où du coup, vous pouvez suggérer des programmes de formation. Donc ça, c'est très utile aussi, parce que et vous pouvez suggérer et voter, donc c'est très cool, parce que vous pouvez maintenant nous accompagner sur ce qu'il faut ajouter. Et typiquement, en cette période où ça bouge beaucoup, ça nous est très utile. On va faire pas mal de partenariats avec des confs, et la première conf avec qui qu'on peut annoncer, c'est React Paris. Et on est très contents, et il y en a plein d'autres qui arrivent, donc ça apparaîtra sur nos réseaux, et on en parlera sûrement au prochain podcast, mais on est très contents. En parlant de conf, on va en donner d'ailleurs. Mmh. Donc toi, tu as donné une conf au Human Talks de Lyon. Oui, complètement. Le 11 mars du coup, voilà, du coup ça va être, sur le code créatif, le creative coding, donc voilà, ce sera une petite intro de ce qu'on peut faire, voilà, sur ce sujet. Et moi, j'aurai le plaisir d'être à Nix IT. C'est en avril, si je dis pas de bêtises. Je suis très content, parce que ça va faire 10 ans que je suis pas allé, et je suis trop content d'y retourner, parce que c'est un événement que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai parlé d'art génératif aussi. Donc ce sera une conf en amphi d'une petite heure, un truc comme ça. Je pense que la conf elle-même durera une demi-heure, 3/4 d'heure, et il y aura des questions après. Donc avec grand plaisir pour vous retrouver là-bas. Dans les actus aussi, si c'est pas trop long, on peut parler d'un partenariat avec la FUP. On est très content, on peut l'annoncer. C'est qu'on sera le partenaire officiel du baromètre de la FUP cette année. Donc un peu comme les State of AI, CSS, et cetera. Là, c'est un sondage sur les développeurs en France. Et donc c'est trop bien, parce qu'on va les aider à avoir du monde qui participe grâce à notre communauté au sondage, et on fera un débrief avec eux. Ce sera probablement dans quelques mois, hein, ce sera sûrement après l'été. On fera un débrief sur les résultats, et donc ce sera trop bien, parce que dans cette période, on se pose beaucoup de questions sur le marché de l'emploi. Aussi, on aura des réponses à ça. Dans quelques semaines, pour avoir des updates sur le design de notre site, on fait pas mal de taf là-dessus. Et voilà, en tout cas, moi, je suis trop content, parce que on a un peu moins bossé les derniers mois sur la boîte, parce qu'on voilà, on le rappelle, on n'est pas forcément à plein temps, et je sais pas, là, c'est une phase où c'est hyper créatif, on bouillonne d'idées, presque trop, et du coup, il y a plein de trucs en parallèle. Je me couche avec Keyboard Cadence en tête, je me lève avec Keyboard Cadence en tête, et je sais que tu m'avais dit que c'était pareil pour toi, et je suis trop content, parce que vraiment, il y a plein de choses qui bougent, et alors, je sais pas si on fait ça au mauvais moment, parce que le marché est plutôt un peu morose, et je sais pas si c'est le bon plan, mais prends une bonne idée de réagir dans ces moments-là, mais c'est même pas une question. Enfin, du coup, je suis trop content de, je sais pas, vraiment un côté coup de, enfin, je sais pas, on fonctionne beaucoup par coup de cœur comme ça, et j'ai l'impression que là, il y a un vrai truc de passion, et ça me plaît beaucoup. Ouais, complètement. Ce qui me plaît, c'est que là, on a plein de mini-projets qui peuvent se faire en 2, 3 jours, donc des mini-projets très, très courts, et qui peuvent aider concrètement nos équipes. Donc c'est ça qui est vraiment cool, et du coup, moi, je trouve ça super stimulant, et je trouve assez fort, c'est finalement le fait que, je me lasse toujours pas finalement, enfin quand, on a la chance de pouvoir, avoir un projet comme ça qui nous plaît, bah, en fait, il peut y avoir tout un tas de mini-projets qui tournent autour du projet principal, qui fait que, j'ai jamais l'impression de faire la même chose au final depuis 13 ans, chez Human Coders, et du coup, j'ai eu autant de plaisir, aujourd'hui, voilà, à pouvoir, apporter un petit peu ce que je peux, et puis du coup, nous aussi, on est content aussi, bah, de pouvoir, c'est notre but, hein, c'est la vision de Human Coders, c'est-à-dire, d'aider en fait les développeurs dans des transitions de techno, des transitions de méthodos, de pratiques, mais y compris, voilà, les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une phase, très forte de transition, et donc bah, voilà, on sera toujours là en tout cas, pour vous aider, du coup, plus que jamais en fait, dans cette transition, notamment sur l'IA, et voilà, et j'ai l'impression que là, on arrive vers la fin de l'épisode?
Voilà, donc en tout cas, bah, on était vraiment encore content en fait de pouvoir échanger avec vous, sur, un peu notre actu, du moins en tant que dev. Voilà, j'espère que ce quatrième épisode de Small Talk vous a plu. Voilà, vous pouvez le retrouver, en vidéo sur YouTube et en audio en fait sur humancoders.com/podcast. Du coup, bah, on sera très content, voilà, de pouvoir, continuer, à vous donner nos prochaines actus, sur, voilà, les prochains épisodes. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur les autres podcasts que l'on peut avoir, comme la FAQ ou le répondeur. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec tous ces sujets, sur tous ces sujets avec toi, Camille. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Plaisir partagé, à bientôt, ciao ciao. Ciao.